Bonjour à tous. Merci d'être là, nombreux, à cette heure tôt, il est tôt dans l'après-midi. Et donc, voilà, je suis content de voir que vous avez bravé les horaires pour venir ici de bonne heure rencontrer Judith Chemla. Alors, chacun le sait, le 8 mars, c'était la journée internationale des droits des femmes hier. Et juste pour l'histoire, on dit que c'est Clara Zetkin aux États-Unis qui a lancé l'appel avec une immense manifestation aux États-Unis. Mais en fait, c'est vrai que Clara Zetkin a prononcé un discours demandant que les droits des hommes et des femmes soient égaux. Mais le vrai 8 mai, qui a bousculé l'histoire, car il y a eu un 8 mai, c'est à Pétrograd, en 1917, pendant la guerre, en Russie. Et là, alors que la Russie était dans la misère la plus absolue et dans la guerre, il y a un groupe de femmes qui a organisé une manifestation, le 8 mars 17, pour demander du pain et de la paix. C'était un mouvement en 2 jours, donc ils ont organisé une grève, toutes les femmes se sont mises en grève, pain et paix, et 4 jours après, le tsar démissionnait, à cause de ce mouvement-là qui a enflammé tout le pays. Donc voilà, pour l'histoire juste, rendons à Pétrograd ce qui n'est pas aux États-Unis pour cette journée historique qui a fait basculer l'histoire. Et d'ailleurs, ce jour-là, lorsque le tsar a été remplacé par le gouvernement provisoire, le droit de vote aux femmes a été accordé dans la foulée, dans les premiers jours qui ont suivi la révolution de 17. Alors, maintenant, évidemment, la lutte des femmes a changé de nature. Le pain c'est devenu maintenant une journée pour l'égalité stricte, absolue, entre femmes et hommes. Ça c'est pas encore le cas, loin de là, dans de nombreux domaines. Malgré, c'est vrai qu'il y a eu quelques progrès en ce moment, depuis quelques années, où on voit quand même que les salaires, par exemple, s'alignent de plus en plus à proximité de ceux des hommes. Alors, nous allons accueillir une écrivaine, une artiste de premier plan. Elle est en même temps comédienne, elle est metteuse en scène, elle est chanteuse lyrique. Elle a touché à tout ce que l'art fait de plus beau en ce moment. Elle est émouvante. Est-ce qu'il y a des gens chez vous, ici, qui ont vu le spectacle hier sur Jeanne d'Arc ? Et tout le monde me dit, les témoins qui sont là, que j'ai pu rencontrer, m'ont dit que ça avait été une soirée particulièrement émouvante. Et qu'à la fin de sa représentation, il y a une standing ovation qui s'est emparée toute la salle et qu'il y a près de 300 personnes qui sont restées à la suite du spectacle pour voir Judith Chemla après le spectacle. C'est une femme qui a une capacité d'émotion absolument incroyable. Nous allons la recevoir pour un événement terrible dans sa vie, qui est les humiliations qu'elle a subies, les brutalités, les humiliations qu'elle a subies pendant des années, avec sa fille qui était toute jeune, du compagnon qui était alors le père, qui est toujours le père de sa fille. Venant de Judith Chemla, c'est un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui date d'il y a quelques mois, et qui a probablement poussé beaucoup de femmes à dire de quelle manière elles étaient traitées. Et le grand sujet de Judith Chemla, c'est de dire il faut absolument que les femmes s'unissent, que celles qui subissent parlent, parce que sinon, rien ne changera, ou alors de manière beaucoup trop lente. Voilà, on va recevoir Judith Chemla. Bonjour, merci beaucoup. Ah, tous ceux qui vous ont vu hier s'en sont pas remis. Ah non, je vous assure, les gens que j'ai vus, ils ont dit que ça avait été quelque chose de magnifique, notamment vos chants. Ils ont été particulièrement sensibles à aux chants qui étaient les vôtres pendant cette... ils ont découvert comme ça une voix qui les a bouleversés. Vous le savez. J'en suis vraiment touchée.
Enfin, je ne sais pas quoi dire. Pour un artiste, ça fait quand même... J'imagine que c'est quelque chose d'important de voir que le spectacle qu'il interprète produit chez les gens une émotion réelle. Ah ouais, ouais. C'est quand même... C'est vraiment le but de partager une vraie chose ensemble, voilà, qu'on vibre ensemble. C'est une des choses les plus belles, quoi. Voilà, d'avoir tous vos pensées, vos histoires, vos cœurs. Non, mais c'est vrai, c'est ensemble qu'on vibre. Je sais que je fais pas ça comme si vous étiez pas là, quoi. Donc, voilà. Ben oui, c'est quelque chose d'important dans une vie. Et pour ceux qui vous écoutent, qui vous regardent, et pour vous, ça change la vie, probablement, non? C'est pour ça que vous faites ce métier, j'imagine. Ça change la vie complètement, non? C'est des grands moments qui donnent sens à pourquoi on continue, pourquoi on fait les choses, pourquoi on rêve, pourquoi on projette. Voilà, et là on se dit, bah oui, ça, c'est bien, ça, j'ai raison de continuer d'avancer, d'être active. Vous écrivez dans votre livre, parce que je reviens sur votre carrière artistique avant de parler du livre en soi. Vous écrivez que dans le livre que vous venez de signer, donc Notre silence nous a laissés seuls, quand vous êtes sur scène, vous changez le monde. On n'est pas limité, on est infini, on est le monde entier, une émanation de la vérité. Ça, c'est une citation, ça, oui. Vraiment? Je ne sais pas. Je ne peux pas l'inventer, ça. Hein. Bon. Non, mais quand j'ai lu ça, je me suis dit quand même, il faut se sentir investi de quelque chose d'important pour dire tout ça. C'est-à-dire quand on est sur scène, c'est une autre vie qui existe pendant le spectacle. On est sur scène avec toute sa vie à soi, sans et en baissant toutes les barrières. C'est vrai qu'on est tout nu quand même. Je veux dire, on s'expose, on est là pour laisser passer quelque chose qui est au-delà de soi. Et moi, je trouve qu'en effet, c'est un espace très mystérieux qui est au présent. C'est l'instant présent qu'on partage ensemble. C'est un grand moment. Ouais, c'est vrai qu'on accède. Pour moi, je monte sur scène pour qu'on change de dimension ensemble, quoi. Et c'est très puissant. C'est vrai. Ben oui. Je crois que changer le monde, c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas, on change les gens à un moment ou à un autre. Il en reste quelque chose dans la tête qui poursuit. Peut-être et vous et les gens qui vous regardent, qui vous accueillent. Moi, je pense que quand on accepte de se laisser atteindre, toucher, que ce soit sur scène ou par les événements qui nous entourent, évidemment, on épouse la marche on épouse l'histoire. On est capable si on est capable de s'émouvoir, on est capable à un moment de protéger, on est capable de sauver des gens. Oui, c'est cette humanité-là qu'il faut toujours garder vive. Et c'est parce qu'il y a des gens, en effet, qui ont gardé toute leur humanité, leur sensibilité, qui ont pu être des justes, des résistants. C'est vrai. Des courageux. Tout ça, ça nous constitue. Alors, je vais juste poser une question. Est-ce que, quand il y a un très beau texte que vous interprétez, vous avez eu des Molières, vous avez deux Césars et un Molière. J'ai été nommée. Pardon. Et puis, on a eu un Molière. Il y en a eu un Molière, oui. Est-ce qu'il y a parfois une intimidation de l'artiste à parler d'un grand texte, à le lire, en se demandant s'il arrive vraiment à le dire comme il faudrait au mieux? Est-ce qu'il y a Sans doute, une appréhension? Il y a une responsabilité, il y a une humilité face à des grands textes. Et le but étant de les transmettre et de ne pas se mettre en travers, de ne pas laisser son ego se mettre en travers, d'être vraiment un vecteur. Donc de savoir accepter la transparence, d'être transparent. Et de savoir que de toute façon, quand je dis on a un être, notre être est très vaste, beaucoup plus vaste que ce qu'on peut se dire de nous-mêmes ou s'enfermer dans nos personnalités. C'est très mystérieux, un être humain. On est beaucoup plus large que ce qu'on voit, que ce qu'on croit de nous-mêmes. On est des êtres mystérieux et pas
on peut pas se mettre dans Confiné, des catégories. Ouais, confiné. c'est vrai. Donc, il s'agit, quand on dit un grand texte ou quand on est face à des gens, voilà, on vient pas pour se montrer, faire ouais, super, aimez-moi et tout. C'est pas le but. C'est d'accéder à quelque chose qui nous dépasse un peu. Donc voilà, faut accepter de se laisser faire par ces grands textes parce qu'ils ils nous guident. Il faut lui donner une place, une justesse. Ça doit être assez angoissant parfois quand c'est un très grand texte de le prendre à sa charge, de le prendre en charge et de le faire partager au mieux des possibilités qu'il contient pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Ouais, on sait que c'est une responsabilité angoissante. Moi, non, Vous sentez libre. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que. Enfin, c'est. Et vous dites aussi que la voix et le chant, chez vous, sont intimement liés dans votre carrière, dans votre parcours artistique. Le chant, pourquoi le chant était si essentiel à vos yeux? Tout le monde, ceux qui ont assisté, ceux que j'ai rencontrés, ont dit que les moments de chant de Jeanne d'Arc hier, c'est ce qui les avait remués carrément. Ils ont été touchés par quelque chose par votre voix, la manière dont vous chantiez. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit, Chemla, quand même, c'est formidable d'arriver à ça. Non. Écoutez, pour moi, la musique, c'est. Le chant. C'est comme le poumon, le cœur, le bras. Si je chante pas, c'est une amputation, quoi. Donc, pour moi, c'est un accès direct à une autre dimension, à quelque chose qui nous relie immédiatement les uns aux autres, qui nous relie même au cosmos, aux astres, l'harmonie des sphères. Enfin, voilà, je sais pas, c'est très mystérieux ce que c'est que la musique, ce langage, comment on vibre ensemble. Enfin, voilà. Donc, moi, je ne veux pas monter sur scène s'il n'y a pas de musique. Ah oui. Bah non, parce que c'est trop important. C'est un vecteur trop puissant, on ne peut pas s'en passer. Alors, on va venir à votre livre. Notre silence nous a laissés seuls. C'est une histoire terrible. Donc, en gros, en juillet 2021, votre compagnon met d'importantes violences sur vous. Vous attendez 1 an. En 2022, vous postez des images de votre visage ravagé par les violences physiques. Et vous attendez encore 2 ans derrière avant de publier ce livre, 2024. Donc je veux dire par là, vous avez subi des assauts frontaux et pervers, de perversité, et vous avez donné pendant 3 ans à la chance à votre compagnon de se reprendre, sans effet. Rien n'a évité que le conflit ne dure non seulement, mais s'amplifie. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que vous lui avez donné 3 ans pour essayer de rentrer dans ce qui était une relation normale. Ouais, mais bon, je ne suis pas du tout là pour régler des comptes personnels, hein, c'est vraiment pas le but. Et pour mettre un vilain au centre au pilori, c'est vraiment pas mon but. Mon but en écrivant ce livre, c'est parce que j'ai vraiment pris conscience que mon histoire personnelle était malheureusement des dizaines de milliers de fois. Très banale. Très banale, très courante, très systémique en fait. Donc j'aurais pas écrit ce livre évidemment si il y avait eu de l'écoute, de la remise en question, voilà, mais si vous voulez, c'est très courant, enfin voilà. Après, ce qui me pousse à écrire, c'est qu'en effet, c'est un sujet politique. C'est que on voit, enfin moi, voilà, on voit que c'est un fléau, que les femmes subissent des violences inadmissibles et destructrices, et que la plupart, ça fait beaucoup de bruit aujourd'hui, mais c'est le silence qui règne encore, en fait. Parce que quelques voix s'élèvent et insistent et insistent et insistent. On en a marre. Beaucoup en ont marre, en fait, d'entendre ce raffut. Mais s'il y a ce raffut, c'est bien que l'institution judiciaire peine à rétablir le droit, à écouter,
à protéger. Donc, c'est en prenant conscience qu'il y a des défaillances, mais immenses, et des retournements de culpabilité sur celles qui osent dénoncer, que j'écris ce livre. C'est pas pour me plaindre et dire à quel point je suis quand même une victime. Absolument pas. Je m'en fous de ma propre histoire, si vous voulez, en vrai. Mais quand on est poussé à bout jusqu'à être la tête écrasée, à plus pouvoir travailler, exercer son art, à être sans cesse en train de se défendre, à un moment on se dit, la plaque là qui m'écrase, il faut que je la retourne et que ça retourne quelque chose dans le monde. Vous voyez ? Il faut que ça retourne quelque chose pour les autres aussi. Et c'est ce qui vous pousse souvent. Quand c'est vous-même, vous vous laissez facilement écraser. Quand ça touche vos enfants, quand ça touche toute la société, que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul, là, ça vous donne du courage pour agir, pour parler, pour vous lever. Mais ce que vous expliquez, c'est que la seule manière de l'emporter sur cette brutalité, sur cette perversion, c'est que... c'est ce que vous expliquez un peu, c'est qu'il faut que les gens qui ont des choses à dire le disent, de manière à ce qu'il y ait une solidarité entre tous les gens. Vous pouvez parler, vous publiez, vous êtes lu, mais il y a des millions, peut-être des centaines de milliers de femmes qui subissent exactement les mêmes choses, mais qui ne sont entendues par personne, sauf par les institutions au mieux, de temps en temps. Non, c'est justement pour ça qu'on ne se rend pas compte. Même moi, on vit dans un fantasme que ça fonctionne. On ne peut pas vivre en se disant que la justice de notre pays dysfonctionne à ce point. Ce n'est pas possible. Tant que vous n'avez pas les preuves sous les yeux, tant que vous-même, vous ne le vivez pas dans votre chair, on est bien plus confortable en se disant que c'est OK, qu'en fait, c'est bon. On est dans un état de droit et que ça fonctionne. Malheureusement, quand vous-même, vous êtes menacé, quand votre histoire, par exemple moi, est médiatique, que vous êtes une personnalité plutôt aimée, que voilà, vous avez du soutien, et que malgré tout ça, qu'il y a une condamnation pénale pour violence, harcèlement, intrusion à domicile, et que malgré tout, le nouveau policier en charge de la brigade, quand vous venez dire « ça va pas, il respecte pas son sursis, ma fille a dénoncé des choses graves, est-ce qu'on peut me protéger ?» Quand vous êtes, alors que vous êtes une personnalité publique, menacée du placement de votre enfant à l'assistance sociale, si vous n'arrêtez pas de faire la guerre à monsieur, parce que c'est ça qui m'est arrivé, si vous n'arrêtez pas de faire la guerre, donc demandez justice, demandez protection. Qui vous dit ça Un policier. Un policier. Moi, je peux appeler le juge et faire placer votre enfant, madame. Voilà. C'est vraiment l'état des choses en France. Il sait très bien ce qu'il fait, ce policier, en me menaçant. Parce qu'il y a beaucoup de femmes dont les enfants sont placés ou arrachés à leurs parents protecteurs parce qu'elles ont osé dénoncer les violences ou écouter l'enfant qui dénonce des violences. Et c'est très dur. On classe sans suite à 80% les violences faites aux femmes, à 70% les violences faites aux enfants. Les viols à 94%, c'est des chiffres gouvernementaux. Et quand c'est classé sans suite, on dit madame ment, voilà, vous voyez bien que je suis innocent, elle veut me nuire et couper le lien. Voilà. Et ça fonctionne. Et on est là-dedans. Je suis désolée, pour moi, c'est le problème le plus grave, parce que les enfants, c'est notre présent, c'est notre avenir, c'est la France de demain, c'est la France d'aujourd'hui. Et si on ne les protège pas, si on ne protège pas ceux qui souhaitent les protéger, c'est une société pourrie. Et malheureusement, on en est là. Je suis désolée, vous attendiez peut-être à parler d'autre chose, mais pour moi, c'est un des sujets les plus graves et pour lesquels, en effet, je sors de mon aura artistique pour dire, là, je découvre un monde malade et je ne peux pas fermer les yeux et je ne pourrais pas faire comme si ça n'existe pas. Mais... lorsque vous avez été agressé physiquement, c'est un policier qui est venu vous secourir, je veux dire, et c'est lui qui vous a dit porter plainte. Si vous ne portez pas plainte, vous perdez beaucoup de choses et vous ne pourrez rien faire à l'avenir. Donc c'est quand même quelqu'un de la police qui vous dit ça. Absolument. Il y a des policiers bien formés, il y a des juges bien formés. Malheureusement, c'est un peu la loterie, quoi. Et en justice, c'est pareil.
de personnel judiciaire, psychologique, tout ça. C'est la loterie et voilà. Enfin, il y a de très bons juges heureusement et on espère des progrès, mais c'est la loterie. Moi, je suis tombée sur un homme extraordinaire et puis sur une experte psy complètement à l'envers dans son idéologie. Voilà. Enfin, il y a des trahisons à plein d'endroits puisqu'on l'idéologie qui règne, c'est quand même que les femmes sont des manipulatrices. Voilà, ça c'est vraiment le gros terreau, quoi. Vous signalez dans le livre des obstacles essentiels au fait de commencer, comme vous dites, à se plaindre, à imaginer que ça ne va pas, qu'il faut que quelqu'un agisse. D'abord, vous dites que c'est très très dur de prendre conscience. Ça prend des années de prendre vraiment conscience de l'amplitude des choses que l'on subit. Ça ne vient pas tout seul. Pourquoi ? Parce qu'on a tous envie d'être heureux. On a tous envie que le monde soit beau, que la vie soit belle. On a tous envie d'avoir une belle famille. C'est vraiment ancré très profondément et c'est légitime. Donc, quand on a aussi... Enfin, moi, j'ai eu 2 relations voilà, où il y a eu de la violence à mon encontre. Toxique, on va dire. On a envie de se... Oui, les relations les toxiques. cycles se répètent, en fait, tant qu'on n'a pas mesuré la gravité des atteintes qui nous sont portées, tant qu'on n'a pas mesuré que c'est inadmissible, que ces atteintes à votre liberté, à votre dignité n'ont pas lieu d'être, que votre intégrité est précieuse et légitime. Et c'est dur de se donner toute sa place en tant qu'être humain. Vraiment, c'est dur. Voilà, on se plie en 4, de se donner toute sa valeur, sans prétention, c'est pas la question, mais de dire je ne mérite pas d'être maltraité. Tant qu'on peut échapper, on parce essaye d'échapper. Qu'on veut sauver sa famille, on veut que tout aille bien, on veut pas voir que ces gestes-là sont inadmissibles ou que ces manquements, ces insultes, ces rabaissements sont inadmissibles. C'est très difficile de se dire, ok, 2 fois, je vais quitter le père de mon enfant. 2 fois, on n'a pas envie. On a envie de se dire, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Et puis, il y a des êtres, malheureusement beaucoup trop, qui ont des psychismes. On ne peut pas imaginer que ça existe, mais qui ont besoin de dominer, de détruire, de faire mal pour, peut-être, je sais pas, pour s'aveugler eux-mêmes, j'en sais rien, pour se décharger, et j'ai cru au pardon, je vais changer. Non, c'était une stratégie aussi pour me garder dans le giron. Mais bon. Et il y a cette idée aussi qui reste dans la tête des gens en disant tout ça c'est la vie privée. Voilà. Ouais. Il n'y a pas, c'est la fameuse formule, on doit ignorer ce qui se passe dans la chambre à coucher. C'est la grande formule des gens qui sont responsables effectivement aux manettes. C'est ça ne nous regarde pas, c'est leur vie privée, tout ça. Mais sauf qu'en fait, comme le privé se répète, je veux dire, on ne peut pas ignorer. On ne peut pas, parce que ça se passe dans l'intimité, se dire on a le droit de détruire quelqu'un, ça les regarde, quoi. Elle a choisi ce mec, voilà, quoi. C'est son problème. Mais c'est trop, c'est des centaines de milliers d'affaires et d'affaires qui ne sont pas traitées. Et en fait, on tolère que notre société soit violente. L'intime est politique. Si, comment on se comporte dans l'intimité, ça a une portée politique. Qui on est ? Si nos proches, on les maltraite, qu'est-ce qu'on porte comme idée du monde ? Et vous continuez, pendant toute une période, en tout cas, vous continuez, un peu comme vous disiez, on a envie que tout s'arrange. Vous continuez de l'aimer, au début, en tout cas, de tous les sévices moraux et non moraux que vous subissez. Oui, c'est fascinant. Hein. Je pense que évidemment, ça s'engouffre dans des blessures, des failles affectives fortes. On a besoin d'aimer, de croire qu'on est aimé, absolument, absolument, parce que voilà.
on a une grande capacité, enfin voilà, d'amour, de résilience, la grande santé, une grande santé aussi, de pouvoir se régénérer après les blessures, les atteintes, cette grande santé, cette grande vitalité, finalement, des fois elle vous dessert parce que vous vous en remettez, quoi, jusqu'à ce que ça aille beaucoup, beaucoup trop loin. Et mais tout ça, on se berce d'illusions. Les fictions sont très importantes, hein. Les fictions qu'on voit au cinéma, au théâtre, déjà, ça forme aussi tout ce qu'on accepte, hein, toute cette culture de violence qu'on a intégrée, hein. 3 claques à une femme, c'est pas grave, elle veut pas, on la force et puis elle cède. Tout ça, on a vu ça. Enfin, c'est inscrit dans notre inconscient par les œuvres fictionnelles auxquelles on a assisté, qui sont écrites quand même par des gens qui ont une culture violente, enfin clairement. Mais on l'a intégré, banalisé, et puis on se retrouve à désirer la violence. Je dirais pas ça, mais à désirer des hommes trop violents. Parce que c'est inscrit dans notre narratif. C'est le livre de Chloé Thibault, là, Désirer la violence. Je pense que c'est très intéressant à lire. Comment on s'est habitué à aimer les bad boys, par exemple. En fait, c'est pas faux. Et on le déconstruit difficilement. En fait, c'est beaucoup plus sexy, un homme respectueux, quoi. Je le découvre aujourd'hui. C'est vraiment beau. Un homme respectueux, un homme qui est heureux de votre liberté, qui est heureux de votre réussite, qui vous regarde, qui vous laisse la place, et voilà, qui a cette hauteur, parce qu'il faut être tout petit et bien rikiki pour pas supporter que votre femme prenne sa lumière, quoi. Mais oui, on se raconte qu'on aime, on se raconte qu'on est amoureux, que c'est ça, que l'amour est plus fort, parce que cet amour, on l'a en nous et on le projette sur n'importe qui. Sur n'importe qui, des fois. Parce qu'on a besoin de vivre ces sentiments si puissants. On a besoin de... C'est une des plus belles choses que d'aimer, que de se dire que l'amour guérit. Mais encore faut-il que l'autre en face ait envie, quoi, de guérir et d'aimer. Et il ne faut pas se tromper sur ce que c'est que l'amour. C'est pas s'aveugler. Je ne pense pas que ce soit s'aveugler. C'est oser regarder la réalité et oser s'aimer d'abord, s'accorder de l'amour à soi et pas c'est vrai. Bon, vous savez, c'est Judith, un peu con, on est en conférence développement personnel, je sais pas. En vous écoutant, là, Judith, je me dis, quelle brute c'était que de vous malmener comme ça quand on vous écoute. Oh. Non, c'est vrai, je vous en assure. fait, c'est si courant, vous voyez. Il y a des gens dont on se dit, bon... voilà. Non, mais quand on le vit, on ne croit pas que c'est... Ah oui. Et quand on l'écrit, les gens vous disent, mais c'est horrible ce que tu as vécu. Ah oui. Et quand on le vit, bon... On a du mal. Vous voyez, c'est en écrivant que je reprends ma place, que je reprends de l'espace, que je reprends de la dignité, que je remets... Le contrôle, en fait, votre contrôle. Ouais, le contrôle de vous, de votre liberté. Ouais, que je me récupère, que je reprends... Oui, un peu de mon royaume, un peu de mon territoire, à l'intérieur de moi. Ouais, mais... Quel est le rôle de l'entourage dans ces affaires? Tout le monde vous déconseille de... Ouais. J'imagine qu'il y a une pression énorme de l'entourage en disant « fais pas de vagues, ça va nuire à tout le monde ». Ah non, moi de mon côté, mon entourage voyait. Enfin, oui. Certains voyaient que j'étais pas bien traitée. Ils vous soutenaient dans votre c'est-à-dire que moi, et malheureusement c'est le cas, il y a beaucoup de gens en souffrance comme ça qui essayent d'alerter leurs proches sur ce qu'elles subissent, et le déni est terrible. Moi, j'associe vraiment mon propre déni, c'est-à-dire je voulais pas voir, ma mère était terrifiée pour moi, enfin elle voyait, et puis moi quand elle essayait de m'alerter, elle était tellement angoissée qu'elle était presque agressive. Donc je la rejetais. Pour moi, je faisais des rêves d'elle, c'était une sorcière, quoi. Elle voulait détruire mon bonheur. Non, mais on est très grave, hein, franchement. Non, c'est fou, c'est fou. Et là, on assiste à des gens qui essayent d'alerter, puis en fait, on se sent attaqué par les gens qui vous disent ça ne va pas. Et ensuite, quand on sort du déni, quand ça a été beaucoup trop loin, on se rend compte que
toute la société est soumise à ce déni-là, quoi. C'est-à-dire que l'emprise qu'on a vécue, on se dit, ah bah ouais, en fait, le juge, là, il est pareil, en fait. Il y croit à son baratin à l'autre. Il y croit, quoi. On veut, en fait, tout le monde veut qu'il n'y ait pas de vague. Tout le monde veut que ça va, en fait. Ça va aller. Et personne ne prend, enfin, très peu de gens prennent au sérieux les violences, le contrôle sur l'autre, la dangerosité de ce que c'est que vouloir avoir le pouvoir sur quelqu'un. C'est un long chemin. Et quand on dit, moi j'ai mis des années, quoi, et comment on va faire pour faire bouger ce grand corps social? Comment on va faire? Quand il y a ce genre et alors, de la part de votre compagnon, il y a un chantage énorme. Par exemple, lorsqu'il sent que vous êtes décidé à aller plus loin, c'est-à-dire à le faire condamner, et il vous dit, vas-y, mets le père de ta fille en prison. Non, pendant 4 mois, après les violences, sous un contrôle judiciaire, je subis un harcèlement fou, des intrusions à mon domicile, des messages, des 100 coups messages dans la par porte jour. devant l'enfant, 100, 200 messages par jour, un espionnage à mon domicile, enfin, fou. Et en effet, j'ai plus peur que lui qu'il aille en prison. Vous avez plus peur que lui. J'ai plus peur. Et moi, je prends au sérieux la justice, mais lui, non. Mais c'est lui qui avait raison. Non, c'est hallucinant. Moi, je pensais vraiment que violer un sursis, violer un contrôle judiciaire, c'est... Oh, il risquait gros. Bah non, pas du tout. Il a bien raison de penser que... Enfin, de sentir son impunité. C'est ça le plus grave, je trouve, dans ce qui vous est arrivé. C'est-à-dire que la justice, quand même, a pris une position, a prononcé des interdictions qui violent tous les jours, n'applique pas tous les ses 4 matins. propres ordonnances. Elle n'applique pas ses ordonnances. C'est vraiment difficile. Et quand vous allez la voir en disant, mais dites donc, il m'envoie 100 messages, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors je fais 14, pardon, hein. C'est chiant peut-être, j'en sais rien, mais quand même c'est fou. 14 mails de preuves de violation de sursis. 14 mails, c'est des preuves, c'est des messages, c'est des photos, c'est des vidéos. 14 mails, c'est énorme. À la juge d'application des peines, on me reçoit, on m'écoute, on note ce que j'ai à dire, puis on reçoit monsieur qui nie. C'est pas vrai. Et donc, conclusion, les 14 mails de preuve à la trappe, il n'y a pas de violation de sursis. Ah bon? C'est fou. C'est fou. Et vous avez tellement à vous battre pour la garde de la petite, la protéger, plein de procédures que enfin, je veux dire, les juges ne répondent pas de leur jugement. C'est-à-dire, c'est rendu au nom du peuple, mais t'as même pas le temps d'aller dire. Mais c'est pas vrai. T'as pas le temps, t'as pas l'argent, t'as pas le courage. Il y a même pas de recours en fait. Donc, on utilise ça pour dire, vous voyez, c'est une menteuse. Il n'y a pas de violation de sursis. Madame vit dans une fiction. Voilà. Et malheureusement, moi, j'ai quand même eu la chance d'être protégée. Quand même, malgré ça. J'ai quand même la garde de ma fille. Mais il y a des milliers, des centaines, des dizaines de milliers de femmes qui perdent la garde de leurs enfants. Parce qu'on dit, vous voyez, madame ment. Madame instrumentalise l'enfant. C'est pas vrai, elle ment. Parce que c'est pas reconnu. Et donc, on enlève la garde, on la remet à des gens qui se permettent d'agresser. Et ça, excusez-moi, ça paraît fou, mais c'est vrai. Et les gens quand ça se passe dans le milieu qui est le vôtre, est-ce que vos amis ou les gens qui connaissaient ce que vous subissiez, est-ce qu'ils ne vous disent pas, tu sais, tu vas le briser si jamais tu portes plainte ou si jamais ça va plus loin? Tu vas le briser complètement. Il ne restera rien de certains, surtout lui-même, me disaient ne porte pas plainte si tu fais ça. Tout est fini pour moi. Je ne pourrai plus donner à manger à notre enfant. Je ne vais plus. Voilà, c'est terrible et tout. Donc je porte plainte et puis parce que je vois qu'il a menacé une autre femme et que ça ne s'arrête pas à moi et tout ça. Donc oui, je porte quand même plainte et il n'a aucun problème pour travailler. Il y a des contrats, machin. Et moi, mon seul but, c'est que ça soit loin derrière nous, qu'il travaille, qu'il me foute la paix. Bah non, il me fait tellement chier que je suis obligée de reporter plainte. Et même encore là, je veux pas, mais voilà, de dire publiquement stop. Dans l'intimité, là, tu m'as cassé la gueule, tu dois avoir honte. Tu continues à vouloir m'écraser. Stop. Voilà la réalité.
regarde-la en face. Mais ça ne sert à rien. Le pire des chantages dans cette affaire, ce sont les enfants. Ça, c'est un chantage ignoble, je veux dire, qui peut détruire l'enfant à vie. C'est-à-dire que chacun demande des droits sur l'enfant, y compris celui qui effectue quasiment des tortures Je pense morales. qu'on ne peut pas parler de la journée internationale du droit des femmes sans parler des enfants. Vraiment. C'est terrible. Qui se lève pour les enfants ? Qui se lève pour les enfants ? Toutes les affaires terribles qui sont dévoilées aujourd'hui, Betaram, le Squarneck, qui se lève pour les enfants ? Les gens ont été alertés, je veux dire, il avait été condamné, le Squarneck, on le laisse bosser avec des enfants. C'est catastrophique, mais vraiment catastrophique. Et voilà, il y a beaucoup de femmes qui essayent de protéger leurs enfants, il y a des hommes aussi. Voilà, malheureusement, c'est vrai que les violences sont plus perpétuées, beaucoup plus par les hommes que les femmes, mais il y a aussi des hommes qui luttent. Et là, la protection des enfants en France, mais la honte, quoi. L'ONU exhorte la France à se réformer. L'ONU, vraiment. C'est pas, faut pas croire. Je veux dire, et en fait, notre démocratie, si on n'en prend pas soin, bah, en fait, elle est tout le temps à améliorer. Elle est tout le temps l'égalité, la fraternité, la liberté. En fait, c'est un édifice qu'on doit sans cesse Fragile. construire. Et puis, en fait, tous les dysfonctionnements de nos démocraties, ben, on les paye. Parce qu'on se dit, bah, voyez, ça ne marche pas. Donc, il faut le fascisme. Il faut des gros durs, des autoritaristes. Voilà. Mais en fait, c'est parce qu'on a laissé tomber notre démocratie, qu'on ne l'a pas construit jour après jour, qu'on laisse la justice à volo, l'éducation à volo. Enfin, ce monde est le nôtre, en fait. Et on l'a oublié. On croit qu'il marche sans nous, que ça se fait tout seul. En fait, c'est notre monde. Et moi, c'est ce que j'ai découvert. C'est que j'avais une responsabilité. J'ai une responsabilité. En étant proche de l'écrasement, j'ai dû me lever et découvrir à quel point ça ne va pas. Et à quel point je dois agir. Mais c'est vrai, chaque citoyen est responsable. Et les enfants, ça nous concerne. Tous ces enfants sont nos enfants. Vraiment. On leur doit de s'indigner du manque de protection. Vraiment. Elle s'en sort maintenant, votre fille, qui a 7 ans maintenant. Elle a pu surmonter l'espèce de situation terrible qu'elle a vécue entre son père, sa mère. Écoutez, je ne peux pas tout vous raconter, mais oui, je fais tout pour. Et je ferai tout pour qu'elle se construise bien. Ça va. Et vous dites à un moment dans le livre, en fait, personne ne se rend compte de la réalité. Vous avez quelques lignes qui parlent plus que le reste. Lors de votre différend avec votre compagnon, qui était un différend profond, l'espace immense de ma vie, dédié à la fiction et à l'imaginaire, s'est drastiquement rétréci. La réalité crue a exigé toute mon attention, tout mon temps et toute mon énergie. La spirale qui suit est une torture bien pire que celle que j'ai connue, c'est-à-dire physique, car les institutions s'instrumentalisent facilement pour servir les agresseurs. Hier, nier, attaquer et inverser les responsabilités. C'est-à-dire qu'on comprend en lisant le livre que lorsque ce sujet-là vous a occupé, il vous a privé de toute personnalité pendant tous ces mois de conflit. Oui, je vous reprends sur le mot de conflit parce que c'est plus que ça, oui. Le conflit, c'est ce qu'utilisent tous les acteurs judiciaires pour dire c'est un conflit entre des parents. Non, il y a quelqu'un qui se permet d'agresser, il se permet de contrôler, de nuire, et quelqu'un qui essaye de demander justice. Donc le mot conflit, ça invisibilise toutes les violences. Voilà.
Mais voilà, la spirale qui suit, là, c'est ça le début. Oui. C'est tout ce que je ne raconte pas dans le livre. C'est les 100 pages les pires que je vais enlever du livre. Que vous avez enlevé du livre. Parce que je ne peux pas, voilà, je m'expose déjà beaucoup et je ne peux pas tout dire. Je parle après des autres, un peu. Et je ne peux pas tout dire voilà, pour me protéger ma fille, etc. Mais voilà, c'est tout ce que j'essaye de vous dire depuis le début, quoi. On comprend que vous avez subi, indépendamment de l'agression physique elle-même, qui a permis de faire connaître ça, ce sont de véritables tortures. C'est bien pire que l'agression physique au bout du compte. Là, on retrouve des choses que je n'avais pas prévues. Hein. Quand j'ai décidé de monter le procès de Jeanne, c'était en 2018, je n'avais pas prévu l'écho immense que ça aurait aujourd'hui, où cette femme jugée par des hommes et qui est cette femme qui porte une autre vision du monde et qu'on essaye d'écraser. J'avais pas du tout mesuré que... Portée. Oui, mais et puis que la justice, c'était encore comme... Évidemment, il ne faut pas généraliser. Il y a eu de belles victoires. J'ai des amis qui ont eu de belles victoires ces derniers temps. Et tant mieux. Il y a des juges qui se forment et qui sont... Voilà, c'est beau aussi quand la justice... voilà. Mais la majorité, c'est quand même... qu'on écrase, qu'on ne veut pas entendre et qu'on vient de Charcot, qu'on vient de siècles où des femmes qui dénoncent des choses ou qui veulent obtenir paix et justice sont criminalisées. Et c'est encore le cas. C'est encore le cas. Voilà. Vous allez mieux maintenant? Est-ce que vous avez récupéré dans la construction de votre vie, vous avez récupéré la liberté que vous aviez avant? C'est tout ça ou pas? Je sais pas. Je sais maintenant qu'il faut lutter pour sa propre liberté. Je ne savais pas avant. Je suis née et j'ai grandi avec l'idée que nous avions l'égalité, que c'était acquis. Je suis née avec ça et j'ai grandi dans une grande insouciance. Et voilà, et je me suis construite bien jusqu'à ce que dans l'intimité, voilà. Et que je réalise comment ça se passait au niveau institutionnel et judiciaire, et voilà. Et puis que je sois en contact avec ces milliers de femmes, j'ai eu des milliers de témoignages, d'appels à l'aide et tout. Voilà, donc je sais que notre liberté, elle n'est pas acquise et qu'il faut lutter. Il faut lutter, il faut avoir les ressources, et les ressources artistiques, elles sont très importantes pour se dire, bon, on ne fait pas que dire non. C'est pour dire oui à quelque chose de magnifique, quoi. C'est pour dire oui à tout ce qu'on a de beau, de tout ce qu'on est capable de faire, de construire, de créer, qui est beau et qui est vivant et qui est lumineux. C'est pas, les femmes qui luttent, elles le font parce qu'elles savent ce qu'elles défendent, parce que la vie est belle, parce que le monde nous appartient, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et voilà, il faut avoir des forces vives et il faut se donner de la force dans ce monde qui est parfois si noir et menaçant. Et on va avoir besoin de beaucoup de force là. Votre appel, ce livre-là, Notre silence nous a laissés seuls. C'est un appel à qui? Parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin de plus en plus de gens. Le mouvement MeToo a quand même fait quelques progrès depuis les 2-3 dernières années. On entend des gens qui n'avaient pas osé parler avant. Est-ce qu'il se passe quelque chose à votre avis qui va progresser et dont votre livre est une aussi? Ça n'est possible que comme ça. La politique n'avancera que si la société civile demande. Absolument. Que si la société civile se lève. On écoute l'opinion publique, mais il faut qu'elle fasse un bruit fou. Donc voilà, et vous vous rendez compte encore, l'affaire Betaram, et comment... Et tout ça qu'on ne connaît pas. Et qui est encore minimisé, étouffé, tout ça. Vous vous rendez compte du bruit qu'il faut faire, des scandales multiples
pour qu'on se rende compte que c'est systémique. C'est énorme ce qu'il nous reste à faire, mais la voie est ouverte. Vous avez été surpris par l'accueil qui a fait par votre livre, et quand vous dites, parce qu'il y a un passage important, vous dites il faut qu'on se réveille, nous, pour qu'il se passe quelque chose. Donc, je veux dire, c'est une demande exigeante aux gens. Si vous subissez ça, dites-le, faites-le connaître de manière à ce que j'ai des sœurs de combat avec moi. Je ne veux pas être seul. Ça met en danger de parler. Hein. Je veux dire, il y a plein de femmes qui, justement parce qu'elles dénoncent, vivent des choses mais innommables. Mais en effet, il faut le dire pour que ça se sache, pour que ça soit sur le devant de la scène et pas juste une fois et puis pas. Non, et que ça fasse bouger. Mais c'est énorme comme travail. C'est pas juste en parlant, c'est en parlant sans cesse et en exposant. Et je pense qu'il faut des actions plus fortes parce que pour l'instant, ça ne change pas. Enfin, il y a des femmes qui vivent des choses terribles, qui sont jetées en prison parce qu'elles n'ont pas donné leurs enfants qui dénonçaient l'inceste. Donc, en fait, on punit la mère de ne pas avoir donné au père les enfants, mais on ne punit pas le père d'avoir, malgré des preuves, des enregistrements audio. Enfin bon, voilà, il faut se renseigner là-dessus. C'est terrifiant. Et là, ça demande une résistance. Ouais. Votre livre, etc., vous avez senti que vous pouviez participer à une naissance de quelque chose qui soit vraiment alta tout ça, quoi. Vous avez senti une communauté. Oui, c'était vraiment, c'est-à-dire ma force vitale qui disait, moi, je peux plus subir. Et là, cette menace de faire placer mon enfant, je sais très bien que il ne dit pas ça pour rien, le policier, que ça arrive beaucoup. Donc ça suffit d'avoir peur. Ça suffit de subir ça, ces menaces-là, ces pressions-là, ces tortures-là. Ça suffit. Voilà. Les dernières phrases de votre livre, mettons le monde à l'endroit. Osons regarder la noirceur de notre monde pour mieux en défendre la beauté. Vous nous avez éblouis de votre lumière. Non, je le dis, moi je l'ai ressenti comme ça. Vous n'êtes pas une actrice, vous êtes quelqu'un. Vous n'êtes pas seulement on est tous quelqu'un. Voilà. Mais on ne le sent pas toujours quand on parle à des gens. On le sait pas toujours soi-même. Voilà. Mais on est tous quelqu'un et on a tous cette capacité de lumière. Vraiment. Vraiment. Et il faut la conserver au chaud, faut en prendre soin. La mettre au chaud. Merci d'avoir été avec nous, Judith Chemla. Merci à vous. Merci à vous. Apparemment, vous n'êtes pas seul. Et vous non plus. Elle va vous rejoindre maintenant pour que vous puissiez continuer d'échanger avec elle.